Je suis parce que nous sommes. C'est une phrase toute simple, n'est-ce pas? Mais derrière, il y a une philosophie incroyablement profonde, une idée qui a littéralement façonné des sociétés entières. Alors, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait d'une personne une personne? C'est la grande question, non? Les philosophes se la posent depuis la nuit des temps. Et si la réponse ne se trouvait pas à l'intérieur de nous, mais plutôt entre nous? Il existe justement une tradition de pensée africaine qui nous offre une perspective là-dessus. Une perspective collective qui est juste fascinante. Eh bien, cette réponse, elle tient en un seul mot, Ubuntu. L'idée, c'est que notre identité, notre essence même, ce n'est pas quelque chose qu'on possède tout seul dans notre coin. Non, au contraire. Elle se forge, elle se découvre uniquement à travers nos liens, nos relations avec les autres. C'est une vision vraiment puissante, celle d'une humanité partagée. Quand on y pense, c'est logique. Notre existence aujourd'hui, elle a été rendue possible par toutes les générations qui nous ont précédés. Et à notre tour, nos actions vont influencer ceux qui viendront après nous. On est tous, en quelque sorte, les maillons d'une immense chaîne humaine, connectée à travers le temps. Ok, mais attention, cette philosophie de la connexion, ce n'est pas juste un concept abstrait, une belle idée. Pas du tout. Elle a pris une signification très, très concrète et elle a été mise à rude épreuve, dans le feu de l'histoire et de la lutte. Cette citation, elle est de l'époque coloniale et elle est vraiment révélatrice. Le mot qui veut dire « personne », Muntu ou Munhu, en est venu à désigner spécifiquement les Africains noirs. Alors pourquoi? Eh bien c'est parce que face à l'expérience commune de la déshumanisation, une identité collective s'est forgée, s'est renforcée. C'était une manière de dire « nous, on reconnaît notre humanité commune, même si d'autres la nient ». Et cette déshumanisation, elle était d'une brutalité. Le langage même de l'administration coloniale mettait les gens et les animaux sauvages sur le même plan. Imaginez, être parqué dans une réserve, que l'on soit un être humain ou un animal, c'était tout simplement une négation systématique de la dignité humaine. Du coup, cette éthique de l'Ubuntu, elle a été activement combattue. Elle était vue comme un obstacle, un frein à la modernisation. Pourquoi? Parce qu'elle allait complètement à l'encontre de l'idéologie individualiste occidentale qui, elle, disait que seul l'intérêt personnel et la compétition pouvaient mener au progrès. On a là un véritable choc des visions du monde. Bon, tout ça, ça nous amène à une question cruciale. Est-ce que l'Ubuntu est né uniquement de cette souffrance, de cette résistance, ou est-ce que ses racines sont beaucoup plus anciennes? Pour le savoir, il faut faire un sacré bond en arrière, des milliers d'années sur les rives du Nil. Et nous y voilà, on est 4000 ans en arrière, en Égypte ancienne. Cette image, la fameuse pesée du cœur, elle représente l'un des concepts éthiques les plus anciens et, franchement, les plus durables de toute l'histoire de l'humanité. Ce concept, c'est la Ma'at. Alors, la Ma'at, c'est quoi? C'est l'idée que l'univers a un ordre moral, une harmonie. Et la responsabilité de chaque personne, ce n'est pas juste de bien se comporter pour soi-même, non, c'est de participer activement à préserver cet équilibre cosmique à travers chacune de ses actions. Et le test final, le grand jugement, il avait lieu après la mort. Le cœur, qui était vu comme le siège de la conscience, était pesé sur une balance face à la plume de la vérité. S'il était trop lourd, alourdi par les mauvaises actions, l'âme était perdue. Mais s'il était aussi léger que la plume, ça voulait dire que la personne avait vécu une vie juste, qu'elle avait contribué à l'ordre du monde. Et là, elle pouvait renaître. Alors, cette idée fondamentale de justice, d'ordre moral, est-ce qu'elle est restée confinée aux frontières de l'Égypte? Pas du tout, loin de là. Elle a voyagé, elle s'est transformée et elle a laissé des traces partout sur le continent. Et la preuve la plus incroyable, elle est peut-être linguistique. On retrouve des mots qui viennent de la même racine que Ma'at partout sur le continent, du Sénégal jusqu'à Madagascar. Mbog, Mbongi, Mbok. C'est fou, c'est la trace d'un véritable langage philosophique commun qui a traversé les siècles et les frontières. Et tout ça, ça nous amène à cette comparaison qui est juste, saisissante. Elle résume tout. D'un côté, on a le fameux « je pense, donc je suis » de Descartes, qui dit en gros que l'existence vient de la pensée individuelle, isolée. Et de l'autre, le proverbe Ubuntu. Une personne est une personne à travers d'autres personnes. L'existence vient de la communauté. Ce sont deux manières radicalement opposées de définir ce que ça veut dire être humain. Alors ok, après tout ce voyage dans l'histoire, la grande question c'est qu'est-ce que cette philosophie a à nous dire aujourd'hui? Eh bien, l'Ubuntu, ce n'est pas du tout une relique du passé. C'est un principe bien vivant. Il sert de guide pour reconstruire une identité postcoloniale, il est utilisé pour repenser l'économie, pour exiger que les entreprises servent le bien-être de la communauté, et il est même à la base de politiques publiques en Afrique du Sud. On a par exemple Massakane, qui veut dire « construisons ensemble », un appel à l'action collective, ou encore Bateau Pelé, qui signifie « le peuple d'abord »,
un principe qui oblige les services publics à mettre les gens au centre de tout. Finalement, si on y réfléchit, la Mahat, ce sont les racines anciennes et profondes. Et l'Ubuntu, ce sont les branches bien vivantes d'un seul et même arbre philosophique immense. Et le message central de cet arbre, un message qui a traversé 4000 ans d'histoire, c'est l'importance fondamentale de notre humanité partagée. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour aujourd'hui. Dans un monde qui semble de plus en plus individualiste, de plus en plus déconnecté, quel enseignement peut-on bien tirer d'une philosophie qui affirme avec autant de force que « je suis parce que nous sommes » ?